Francosphère. Dominique Rodrey. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère moins sphérique que triangulaire entre la Caraïbe, l'Afrique et l'Europe. Nous allons les relier grâce à la souplesse légendaire de notre invitée, la danseuse et chorégraphe Ketli Noël. L'artiste haïtienne vit et travaille à Bamako, mais elle a déjà eu les honneurs du festival In d'Avignon. Elle a monté les marches du festival de Cannes avec le film Timbuktu et elle revient du festival francophone d'Angoulême. Pour Ketli Noël, c'est donc toute la planète qui est une boule à facettes. Sarah et son dégoût de l'enfance, vous ne lui ferez avaler du cabri à aucun prix. La réunionnaise de Saint-Denis explique pourquoi à Anne Bonneau. Contre les dégoûts alimentaires, faut-il chercher des solutions de substitution du côté de la grande distribution? En tout cas, dans son Speak French, Jean-Marie Chazot s'est intéressé au nom des enseignes qui s'anglicisent un peu partout, mais les Antilles-Guyane et l'Afrique font encore de la résistance. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour, Ketli Noël. Bonjour. Alors la danse, c'est évidemment le langage des corps, mais quand même, quand on est chorégraphe, on doit parler aux danseurs. Du coup, pour vous, c'est plus pratique de vivre au Mali qu'aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a la langue française en partage. C'est intéressant, hein? C'est plus intéressant d'être au Mali qu'aux États-Unis parce qu'on parle français, donc je maîtrise beaucoup plus la langue française que la langue anglaise. Mais je pense que la langue n'est pas une barrière, hein. Au contraire, j'aime les langues. Donc, ma mère vit aux États-Unis. Au Mali, à Bamako, la langue principale, c'est le bambara. Donc, Alors justement, selon vous, est-ce que le français se maintient mieux au Mali, en Haïti, ou bien a des difficultés dans les deux cas ? ça dépend. Ça dépend de quel groupe de personnes on prend. C'est vrai, du côté de la population locale qui vit, qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas eu une éducation poussée pour maîtriser la langue française. C'est vrai que c'est en difficulté. Mais on peut dire aussi que les pays africains ou les pays francophones nourrissent quelque part la langue française parce qu'ils amènent des nouveaux vocabulaires. En Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire ce que les mots deviennent avec les jeunes. Au Mali, on réinvente en permanence la langue. On réinvente en permanence. En Haïti, les mots anciens, comment ils trouvent leur place encore aujourd'hui. Donc, la langue se nourrit. Donc, elles se nourrissent les unes des autres et ce qui fait qu'il y a la richesse et puis ce qui fait qu'on se dépasse, ce qui fait que c'est plus une barrière. La proximité francophone des Antilles et de la Guyane, est-ce que ça favorise les liens artistiques avec Haïti ? Oui. Cette année, avec le festival, un nouvel événement que j'ai monté, pensé pour Haïti qui s'appelle Port-au-Prince Art Performance. D'ailleurs, ça se lit en anglais, en français, en anglais ou tout simplement ça se lit comme ça s'écrit. Donc, il y a une plateforme à l'intérieur. C'était la première édition au mois de mai. Et il y a une plateforme, un concours pour des jeunes artistes émergents qui est ouvert aux performeurs et aux jeunes chorégraphes, solistes, metteurs en scène, etc. Et cette année, j'ai eu une collaboration avec la compagnie Antipode qui a fait venir 2 jeunes chorégraphes, un danseur hip-hop, une danseuse de danse contemporaine pour participer à la plateforme à Port-au-Prince. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Ketli Noël, vous savez que vous pouvez compter sur Corinne Alexia pour répondre à sa façon à la question dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Ketli Noël ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Mais le chanteur M, le rappeur Oxmo Puccino et leurs compères Toumani et Sidiki Diabaté, vous avez déjà entendu leur bal de Bamako ? Le Mali danse dans mon âme. Honni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Béni soit qui au Mali danse. Avant même de les connaître, Ketli Noël avait déjà pris ses paroles au mot. À Bamako, la danseuse haïtienne a créé la compagnie Donko Seko. Elle a fondé le festival Danse Bamako Danse. Auparavant, elle avait posé ses valises à Cotonou, où l'esprit de la trance rencontrait sa culture vaudou. La chorégraphe pratique aisément le grand écart entre l'Afrique de l'Ouest, la Caraïbe et la France. Mais partout où elle va, Madame Noël nous fait cadeau de sa danse.
Est-ce que vous voyez la danse comme une offrande, Kathleen Noël, faite aux autres, ou un cadeau que vous vous faites à vous-même? C'est un cadeau à moi-même, un cadeau compliqué et complexe, un cadeau qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et c'est aussi une possibilité de pouvoir dire des choses et donner à voir aux autres ce qui se passe, ce que je fais, ce qui m'interroge, comment je vois le monde aujourd'hui. Il a été question de Cotonou et du Bénin. Votre forme de danse peut-elle mener à la transe? Tout peut mener à la transe, tout. Même le silence ou l'absence de danse ou de musique peut mener à la transe. Ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche, du rapport avec soi-même et de son rapport avec la spiritualité, quelque part. La chanson Le bal de Bamako qu'on a entendu, est-ce que ça rend bien compte de l'ambiance que vous connaissez dans la capitale malienne? La capitale malienne est une capitale danse, c'est pour ça que le festival s'appelle Danse Bamako. Danse Bamako est tellement danse qu'elle danse. La ville est intense, la ville est toujours en mouvement, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions, il y a l'insécurité, il y a beaucoup C'est dangereux de sortir le soir à Bamako? Dangereux comme dans toutes les capitales. C'est pas plus dangereux de sortir le soir, la nuit à Bamako que de sortir ici à Paris ou à Abidjan. Donc aujourd'hui, il est dangereux partout de sortir tout simplement. Mais moi, je sors tous les soirs à Bamako. Et du coup, est-ce que le public a plus de mal à venir, par exemple? Oui. Le public d'expatriés a plus de mal à sortir parce il est un petit peu plus visé, parce qu'il est international et il représente la communauté blanche et la communauté internationale. C'est une cible? Plus cible, mais sinon, le local sort. C'est une question de coût de vie, de cherté de la vie qui fait que les choses sont un petit peu plus compliquées aujourd'hui. Mais sinon, la population bamakoise sort. Vous étiez présente au 71e Festival In d'Avignon pour un spectacle de danse en 4 parties. La vôtre de partie s'appelait Tichelbé. Il y avait aussi votre consoeur Nina Kipré dont la partie s'appelait Sans repère. Elle la présentait lors de la conférence de presse du 10 juillet 2017 au cloître Saint-Louis sur fond très insistant de cigale provençale. Nous sommes uniquement que des femmes. Et la danse, c'est vraiment pour nous un vecteur, c'est un message en fait qu'on veut porter vis-à-vis de tout ce qui se passe en Afrique par rapport aux femmes. Parce qu'on a toujours dit que les femmes sont à la cuisine, font des enfants, uniquement ça. Et pourtant, nous avons quand même quelque chose à dire. En tant que femmes, nous avons le droit de parler. Et pour nous, c'était important de s'exprimer à travers la danse. Parce que ce n'était pas facile de prendre la parole en tant que femme. Donc pour nous, c'était important, avec notre corps, avec notre énergie, vraiment de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Et ce que les gens ne peuvent pas dire, nous, on essaye de le dire avec les gestes, avec nos mouvements sur scène. On dit que la danse est un langage, on l'a déjà dit dans cette émission, Kathleen Noël, vous le dites aussi, mais pour le comprendre, ce langage, est-ce qu'il ne faut pas le parler soi-même? Autrement dit, est-ce qu'on peut apprécier la danse si on est mal dans son corps, si on ne sait pas bouger en rythme? La danse, tout est danse au fait. Être mal dans son corps, être gêné ou serré ou tendu est du mouvement. Et tout est possible. Donc on n'a pas besoin de savoir danser pour danser. Et bien sûr, quand on parle d'une danse professionnelle, il faut savoir connaître et maîtriser quelques techniques pour pouvoir sortir ce qu'on a à sortir en danse. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans la danse, c'est le mouvement, comment il sort, comment il est fabriqué, et comment il est interprété et comment le public en face va le réinterpréter. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors on sait très bien pourquoi on dit qu'une personne chante juste ou faux. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne danse juste ou faux? On peut dire qu'une personne danse juste ou faux. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sait pas danser. Peut-être que le propos que la personne porte, soit la personne est à côté, soit c'est pas assez clair. Là, on peut parler de justesse ou de fausseté. Mais sinon, tout est mouvement, tout est danse. Il n'y a pas de justesse.
Alors Nina Kipré parlait des femmes, pour dire que c'était un moyen d'expression pour les femmes. Comment se fait-il d'ailleurs qu'il y ait autant de femmes chorégraphes en Afrique? Moi, je pense que c'est pas seulement en Afrique, hein. Dans l'histoire même Partout, de c'est la vrai. danse, hein, les Oui, femmes, Caroline Carlson. voilà, les femmes sont des figures très très importantes, hein. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes dans la danse, et pourtant la danse est beaucoup plus accessible aux hommes qu'en Afrique, ce qui est le contraire en Occident. Donc, c'est peut-être que la danse est un art qui demande beaucoup de patience, beaucoup de discipline, beaucoup de travail en dessous, en arrière, beaucoup de préparation physique et mentale. Peut-être que la femme est beaucoup plus dans cet esprit-là de s'organiser, de toujours se réorganiser. La danse demande ça à chaque étape de sa vie, à chaque étape, à chaque âge. La danse ça demande qu'on se réorganise, que le corps et le mental se réorganisent. En Avignon, dont on parlait, on est dans le temple de l'intelligence, voire de l'intellectualisme. Est-ce que certains spectacles de danse ne parlent pas parfois plus à la tête Oui. qu'au corps? Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça en Occident. Je pense qu'on oublie et on a tendance à oublier pour laisser place à la grande technicité ou au grand concept. Donc, on oublie l'émotionnel, on oublie de toucher les gens, on oublie de dire tout simplement les choses. Il y a cette tendance, effectivement. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Kathleen Noël, danseuse et chorégraphe de Port-au-Prince, Bamako et d'autres lieux, mais pas de la Réunion, où nous allons pourtant faire une incursion grâce au goût de l'enfance de Sarah. Cette sexagénaire musulmane de Saint-Denis se souvient quand elle se rendait dans le sud de l'île pour le méchoui de l'Aïd El-Kébir, mais aussi chaque semaine avec d'autres rituels. Documentaire sonore signé Anne Bonneau. Tous les dimanches, on y allait. Chez ma grand-mère, où il n'y avait pas de problème. Voilà. Et puis, comme on n'avait pas de télé, on habitait à Saint-Pierre. Et ben, le soir, quand il y avait Thierry Lafronde, ou alors Bonanza, donc mon papa, il avait une petite Fiat 600. Et donc, on mettait les 4 enfants, plus la bonne. On passait par la montagne des fois. On allait regarder le film. Et puis après, on rentrait chez nous. Ouais, oui. Après, il y avait Télé Dimanche aussi. Donc, on aimait bien les chansons, donc on allait voir. Ou alors Tête de bois. Alors, ils sont donc, Patricia Carly et Jean-Jacques Debout sont à Bordeaux. Nous allons les amener... Une fois, je me rappelle, c'était la fête la fête Abraham. Et puis, on tuait le cabri. Il y avait le bœuf et le cabri. Donc, on avait tué le cabri et puis on avait pris les côtelettes. On avait fait peut-être une trentaine. Et puis, on n'avait pas senti l'odeur du cabri en faisant la préparation. On avait bien aimé les épices et tout ça, et on avait bien préparé les côtelettes. Mais en arrivant, dès qu'on avait mis dans la bouche, l'odeur était désagréable. Tout le monde a refusé. Donc c'était un a dit à l'autre a dit à l'autre, il ne faut pas manger, ça sent. Et puis voilà, c'est resté comme ça. J'ai jamais ressenti une chose pareille. C'est sournois. C'est désagréable. Cabri. Cabri. L'odeur, on n'aimait pas. Hélas, nous n'avons pas les mêmes goûts. C'est des trucs qu'on n'oubliera jamais. Et jusqu'à maintenant, cabri, non. Ça passe pas. Non. Alors tant pis pour vous. Ni enfants, ni petits-enfants, ils ne mangent pas. Déjà le bœuf, non pas non plus le cabri. Est-ce que vous vous souvenez, Kathleen Noël, de quelque chose que vous ne pouviez pas avaler quand vous étiez petite? La soupe de pain avec de la tomate, ça j'ai toujours détesté. Mais bizarrement, j'adore en ce moment en manger. Mais je comprends qu'elle soit dégoûtée par le cabri, parce que le cabri, ça dépend du type de cabri. C'est vrai que l'odeur, comme le mouton d'ailleurs, l'odeur peut être très 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 forte et répugnante. Je comprends tout à fait. Et en revanche, qu'est-ce que vous aimiez manger? Oh, la cassave, c'est une galette de maïs, de manioc. Ça, j'adorais ça le samedi. Pareil, ma mère disait, toute petite, c'était la chose qui me tenait en haleine, excitée toute la journée, la cassave. Ensuite, j'aimais beaucoup l'avocat. J'aime encore l'avocat, mais en ce moment, je digère un peu moins. C'est trop lourd. Et le griot de porc, c'est une espèce de viande bouillie, marinée, assaisonnée, comme on a dû faire pour son cabri, pour
chez sa grand-mère. Et ça, j'adorais manger ça. Vous avez eu une grand-mère qui a particulièrement compté dans votre vie? Oui, ma grand-mère, elle est morte quand ma fille est née. Elle devait avoir plus de 90 ans. Elle est une femme, je pense, l'image que j'avais d'elle, je lui disais que je voulais être médecin pour pouvoir la soigner quand elle sera vieille. Je n'ai jamais pu être, j'ai pas choisi d'être médecin, je suis chorégraphe, mais c'est une femme, on était hyper proches, on se faisait des câlins tout le temps. Petite, vous ne rêviez pas d'être danseuse? Oui. C'était pas un rêve, c'était pas toute petite. Apparemment, j'ai toujours dansé. De toute façon, ça n'a jamais été ni une question ni un rêve de danser. C'était une évidence. Donc, mais je pense que j'avais le rêve de partir, de quitter Haïti, d'aller ailleurs où je pouvais exister, tout simplement. Et comme danseuse, qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre sur le plan alimentaire? Je mange de tout. Ouais. Je mange de tout. Bon, je bois pas beaucoup d'alcool quand je vais danser. Bon, je bois pas beaucoup normalement, mais sinon, je mange de tout. Mais je fais attention normalement à ce que je mange, mais je mange tout, sans aucun souci. Kathleen Noël a aussi une autre corde à son arc, celle d'actrice. Elle a joué le rôle de Zabou dans Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. Ce film a reçu 7 Césars en 2015, après avoir eu les honneurs du Festival de Cannes. On se replonge dans l'ambiance de la montée des marches avec le speaker officiel et les commentaires de la télévision du festival. On entend le carnaval des animaux de Saint-Saëns, la montée des marches de Timbuktu va maintenant démarrer. D'accueillir l'équipe de Timbuktu emmenée par son réalisateur Abderrahmane Sissako. Voilà donc Abderrahmane Sissako accompagné par ses acteurs Pino, Abdel Jafri, Hichem Yacoubi et l'actrice Toulou Kiki. Ils sont tous venus en fait, il y a toute l'équipe qui est là, tous les acteurs. Est-ce qu'on a autant le sentiment d'un travail d'équipe au cinéma que pour une chorégraphie, Kathleen Noël? On n'a pas autant de moyens. Hein. Le cinéma, c'est du grand luxe, hein, c'est des grands moyens de production. Non, la danse est beaucoup plus humble, modeste. Hein, plus modeste. Donc, il y a beaucoup de travail physique, beaucoup de travail intellectuel. Après, pour un résultat après, quand on l'aura montré au public. Mais sinon, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image qui reste, il n'y a pas de projection dans les grandes salles, il n'y a pas de montée des marches à Cannes. C'est un tout autre travail qui a aussi sa valeur. Monter les marches de Cannes, c'est un des grands événements de votre vie ou pas? C'était un grand moment, mais c'était bizarre. J'étais plutôt tendue. J'ai un truc assez particulier avec les grands moments, c'est que les grands moments me rendent anxieuse un petit peu. De quoi avez-vous peur à ce moment-là? Je sais pas, de la visibilité peut-être, ou je sais pas. De votre propre image, de ce que vous allez laisser comme impression? Non, je ne sais pas mon image. C'est pas tant mon image qui m'inquiète, qui est plutôt, je ne sais pas, les gens, l'exposition, ce gros truc, c'est énorme. C'est amusant ce que vous dites là, Kathleen Noël. Vous êtes en train de nous dire qu'une femme de spectacle comme vous, qui se produit sur des planches, peut être intimidée? Ben oui, moi, souvent je suis malade avant de monter sur scène. Je peux avoir 40. Pour Tichelbet, justement, lors de la première chez moi au Festival du théâtre des réalités à Bamako, j'ai eu 40 degrés de fièvre. L'anxiété, le trac peut faire que ça me bloque, mais c'est tellement puissant aussi après quand on est débarrassé de tout ça et que le spectacle, on rentre dans le spectacle et qu'on oublie le rapport avec le public, qu'on oublie qu'on est là pour un public et qu'on se laisse juste emporter pour pouvoir porter les autres. Quand on arrive à ça, c'est extraordinaire. Mais il y a toujours des petits moments de difficulté, de fragilité, de timidité, de réserve peut-être. Donc danser à la fois, ça vous rend malade et ça vous guérit? Oui, on va dire ça comme ça.
Au Mali, est-ce qu'on vous parle souvent de ce film Timbuktu contre les djihadistes et l'intolérance religieuse? C'est pas plus le Malien qui en parle que les étrangers qui ont vu le film. Je pense que le Malien n'est pas tout à fait... Il n'a pas vu vraiment le film, sauf que chacun a dû le voir sur son petit écran, sur sa petite tablette de téléphone. Mais on n'en parle pas tant que ça, mais les intellectuels en parlent, les expatriés en parlent, les étrangers qui ont vu le film en ont beaucoup parlé. Je l'ai projeté chez moi, dans la rue, au festival, mais ça reste confidentiel. C'est pas tant que ça confidentiel, peut-être que ça reste un film, peut-être, tout simplement. Donc il n'a pas eu une utilité véritable. C'est de voir. Je pense que beaucoup de gens sont contents de voir le pays, de voir les gens au cinéma. Quand j'ai projeté le film avec tous les jeunes du quartier qui étaient là, d'ailleurs, Abderrahmane venait de partir. On avait fait une interview pour un film ensemble et il a envoyé ses techniciens pour pouvoir projeter le film. Les gens étaient contents de voir le film, mais je ne pense pas que ça a fait des discussions, a provoqué des discussions ou des échanges. Tant que ça, si ce n'est pas la petite classe intellectuelle. Nous restons en Afrique avec le metteur en scène burkinabé Hassan Kassi Kouyaté que nous avions reçu dans Paris-sur-Mer pour son adaptation de l'affaire de l'esclave Fursi qui se passe à La Réunion peu de temps avant l'abolition. Mais la conversation avait dérivé sur la relation entre le continent africain et ceux que l'on appelle les afro-descendants. En fait, je dirais que certains intellectuels africains ont un regard vers les Antilles plutôt, mais l'Africain moyen est tellement dans son quotidien, dans ses urgences, qu'il pleuve, qu'il puisse cultiver. Et puis, on ne fait pas le nécessaire pour qu'il y ait la connexion. On fait tout pour que les lignes soient brouillées entre nous. Voilà, c'est ça la réalité. Nous, justement, on doit nous battre pour créer ce pont-là. Alors, il dit la même chose que vous, finalement. Il y a une grande différence, un grand fossé que vous ressentez encore plus en Afrique de l'Ouest peut-être qu'ailleurs entre les intellectuels et les autres? Même en Haïti, d'ailleurs. On va dire qu'en Haïti, tout le monde est plus ou moins intellectuel, écrivain ou penseur ou poète. Mais il y a un grand fossé entre ce que les intellectuels écrivent ou disent pour plaire à l'Occident et ce qui se passe réellement. Je ne pense pas qu'on fait quelque chose pour nous écarter. Je pense qu'on n'a pas fait quelque chose. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire et c'est à nous autres, aujourd'hui, héritiers de ce truc entre les deux et qui comprend l'importance de pouvoir s'ouvrir sur les autres, de créer ces ponts et ces passerelles. Je ne pense pas que c'est aux autres de faire. Je pense que c'est à chacun de nous d'essayer, chacun de son côté, et de voir comment on peut faire que l'Afrique et la Caraïbe se traversent. Hassan Kouyaté fait du théâtre où on peut avoir des trous de mémoire. Est-ce que ça arrive aussi en danse, qu'on ait un trou, oui, qu'on oublie le mouvement? C'est ma plus grosse peur parce que j'oublie tout le temps. Et ma plus grosse horreur sur scène, c'est d'oublier. Quelle est la bonne durée pour un spectacle de danse? J'aime pas quand c'est trop long. C'est épuisant? Pour moi, je fais pas plus que 50 minutes, maximum 1h10. Il peut y avoir des claquages, des blessures comme pendant un match de foot? Tout le temps. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Et c'est la grande crainte des danseurs? Oui, parce que se claquer sur scène pendant qu'on est en plein mouvement, en plein porteur de la pièce, c'est un petit peu compliqué. Du coup, est-ce qu'on cherche à s'économiser un petit peu? Il faut toujours chercher à s'économiser, il ne faut jamais donner le maximum. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot. Il y est question de grande distribution dont les enseignes sont affublées aujourd'hui de noms anglais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans bien des villes de France, les enseignes de supermarchés se déclinent souvent en Drive, Express, Market ou City. L'inspiration est toujours plus anglo-saxonne, contrairement à l'époque où se créaient Mammouth, Continent ou encore Prise Unique. Et hop, Prise Unique. Prise Unique, et hop, plus de problème. Sur le continent africain, quelques chaînes de supérettes conservent encore des noms bien francophones, Prix Doux au Sénégal, Magasin Général en Tunisie ou encore Le Bon Samaritain au Burkina Faso. Et dans la catégorie des hyper, il y a eu Euromarché, créé en France en 68, qui s'est même essayé au Brésil en gardant son nom.
Racheté par Carrefour, le dernier Euromarché a fermé ses portes dans l'Hexagone en 1994, 15 ans plus tard aux Antilles. Depuis, des petits Euromarchés sans rapport avec l'enseigne française se sont créés au Québec. Mais voilà qu'un authentique Euromarché va ouvrir de nouveau en Martinique, à la demande de l'autorité de la concurrence pour éviter trop d'hypermarchés Carrefour sur l'île. Ce sera le second dans le monde car curieusement, il restait un seul Euromarché sur la planète avec le même logo en forme de cœur qu'il y a 25 ans à Riyad en Arabie Saoudite. Le nom de votre supermarché à Bamako, Kathleen Noël, il sonne plutôt anglais ou français ? C'est plutôt libanais, on va dire, chez Hazard. Et le petit commerce de proximité a encore de beaux jours devant lui, aussi bien en Haïti qu'au Mali d'ailleurs. Oh oui. Et chez moi, dans mon quartier, il n'y a que ça. On trouve tout sur place. D'ailleurs, c'est ce qui fait pour moi la qualité d'un quartier. C'est la facilité, la capacité à trouver tout sur place. Même dans mon quartier à Paris, dans le 18e, je trouve tout sur place. Et en termes de vocabulaire, puisqu'il est question de ça dans cette séquence Speak French, vous sentez une invasion de l'anglais de plus en plus présente à Bamako ? Même à Bamako, l'anglais est très à la mode à Bamako. Donc tout le monde parle anglais. Il y a 15 ans, personne ne parlait anglais. Aujourd'hui, avec l'avènement réseaux sociaux, Facebook, tout le monde parle anglais. Tout le monde met un mot anglais à côté d'un mot français pour s'exprimer. Et Internet, est-ce que ça vous menace, vous aussi ? Est-ce que beaucoup préfèrent voir des chorégraphies sur YouTube plutôt que dans une salle de spectacle ? Je pense de plus en plus. Au fait, je ne sais pas si c'est beaucoup, c'est-à-dire les mêmes qui n'allaient pas au spectacle ont la possibilité, parce qu'ils n'allaient pas plus au spectacle avant, ils ont la possibilité maintenant de regarder des choses sur YouTube. Je pense que c'est quelque chose à explorer et ça fait partie du paysage aujourd'hui. Donc, il faut voir comment contourner le truc et faire des produits, effectivement, pour YouTube aussi. Finalement, c'est plutôt une bonne chose, ça amène un public nouveau. Je pense que quelque part, c'est une bonne chose parce que ça va plus loin que d'aller dans une salle pour se préparer, s'organiser intellectuellement, physiquement, avoir de beaux habits et surtout avoir l'argent pour payer. Je pense que c'est aussi intéressant que ça aille partout à travers les réseaux sociaux. Eh bien, merci Kathleen Noël. On peut donc retrouver vos chorégraphies sur YouTube en attendant d'aller vous voir en chair et en os un peu partout. Vous vous produisez, on l'a dit, sur l'ensemble de la planète. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Denis Deigou. Merci à vous.